Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici une petite vidéo pour vous apprendre à comment construire une bonne question de départ. Donc, je rappelle que dans le cadre de votre travail de recherche, vous devez construire une problématique. Mais cette problématique se construit au fur et à mesure, n'est-ce pas? À partir de ce qu'on appelle une question de départ, parfois à partir d'une thématique, c'est-à-dire une idée générale, effectivement, qui va devoir être formulée, n'est-ce pas, en termes de question de départ. C'est-à-dire il va falloir se poser dès le départ une question, n'est-ce pas, qui est provisoire et qui va se transformer, va se stabiliser, va se fixer, va se retrouver une identité et va devenir votre problématique, n'est-ce pas? Et ceci au fur et à mesure de l'avancement de votre recherche, mais surtout au fur et à mesure de vos lectures, n'est-ce pas? Au fur et à mesure de vos lectures. Et au fur et à mesure que vos lectures deviennent de plus en plus organisées, formalisées, avec des grilles de lecture, n'est-ce pas? Votre problématique peut avoir des occasions de se définir, de se stabiliser, d'accord? Mais ici, en l'occurrence, nous allons parler uniquement de questions de départ. On pourrait donner comme définition de questions de départ comme première question de recherche, n'est-ce pas? Une première problématique, si vous voulez, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est provisoire, c'est une première question qu'on se pose, et dès le début, on pose, disons, cette question-là de façon méthodique, en respectant les principes méthodologiques, n'est-ce pas, qui respectent effectivement les critères et qui sont la marque de la rigueur de votre travail. D'accord? Alors, comme on l'a dit, c'est provisoire. De toute façon, ça nous permet d'orienter nos lectures, entre autres. C'est un instrument, ce sont des béquilles intellectuelles, en quelque sorte, qu'on va lâcher au fur et à mesure de l'avancement de notre travail. Mais il faut les poser correctement. D'accord? C'est ça qui va nous permettre d'avoir un fil conducteur. Alors, cette question de départ se transformera en question centrale de recherche. Plusieurs critères. Premièrement, votre question doit être précise. Deuxièmement, elle doit être concise. Troisièmement, elle doit être réaliste, faisable. Et finalement, elle doit être pertinente. Alors, on va voir chacun de ces critères. Premièrement, la précision et la concision. Il y a un équilibre à garder entre la précision et la concision. Quand votre question elle est trop précise comme celle-ci, d'accord, dans quelle mesure le souci de maintenir l'emploi dans le secteur de la construction explique-t-il la décision d'entreprendre les grands? Oh là là, c'est trop, c'est trop. Effectivement, on s'y perd. On s'y perd, par conséquent, il va falloir qu'elle soit concise, n'est-ce pas? Il va falloir privilégier un peu la concision, mais parfois, bien évidemment, au détriment de la précision. Donc, quel est l'impact des changements dans l'aménagement de l'espace urbain sur la vie des habitants? C'est une question, effectivement, qui est concise, mais elle n'est pas précise, parce qu'on ne voit pas de quoi on parle quand on parle de changement. D'accord? Il va falloir préciser, effectivement, de quel changement on parle. Donc, il y a un équilibre à garder entre les deux. Maintenant, moi, je préfère autant que la question soit précise. D'accord? Au détriment de la concision, je préfère privilégier la la précision. Donc, le deuxième critère, c'est notamment le fait que vous devez rester réaliste. Vous devez rester modeste, mesdames, messieurs. La modestie, c'est votre marque de fabrique en tant que scientifique, en tant que quelqu'un qui se comporte de façon méthodique. Donc, il faut planifier, se dire, ah, j'ai 6 mois, j'ai 9 mois, j'ai 1 an, 4 ans, j'ai 10 ans de temps de recherche, et en fonction de cela, je modifie, bien évidemment, je définis ma question de recherche. Est-ce que je parle japonais pour aller interroger les entrepreneurs japonais? Est-ce que j'ai 4 ans de temps de recherche pour me définir une grande question de recherche, bien évidemment intéressante? N'empêche que, est-ce que j'ai le temps d'aller étudier tous ces éléments-là? La modestie, c'est-à-dire le réalisme, le degré de réalisme de votre recherche, est un indicateur de sa qualité positive, en quelque sorte, bien évidemment. Donc, la qualité de pertinence. Les qualités de pertinence, qu'est-ce que ça signifie? La pertinence en soi, ça ne veut rien dire. Bien évidemment, quand on vous parle de la pertinence, il va falloir dire qu'est-ce que tu entends par la pertinence, quels sont les indicateurs. Alors, quels sont les indicateurs de pertinence ici, dans notre cas de figure?
la question ne doit pas être formative, mesdames, messieurs. La manière dont la fiscalité est organisée dans notre pays est-elle socialement juste est une question formative, normative, en ce sens que qui vous êtes pour dire c'est juste ou c'est injuste. Vous avez un sens de justice qui est propre à vous, bien évidemment. Donc, par contre, on pose la question comment est-ce que les différentes catégories socio-professionnelles, par exemple, pensent la question de la justice fiscale. D'accord? Quel est leur sens de justice en matière de fiscalité? N'est-ce pas? Ça devient effectivement une question qui se décharge de sa dimension normative, d'accord? Et qui la projette sur les acteurs sociaux. Alors, votre question ne doit pas être affirmative. Les patrons exploitent-ils les travailleurs? On a déjà la réponse, n'est-ce pas? On a déjà la réponse. Ici, en l'occurrence, en plus, le terme exploitation est un terme très connoté d'une certaine manière dans les sciences sociales. Je dirais même il y a une charge normative à cela. Mais au-delà de cela, ben oui, on pose la question suivante sous forme de comment se définissent les rapports de subordination entre les travailleurs et les employeurs. Vous voyez? Donc, on définit la question de départ autrement, de façon à ce qu'elle ne soit pas affirmative. Alors, elle ne doit pas être prédictive. Bien évidemment, une des tâches de la science, c'est de prédire le réel. N'empêche qu'ici, on est en train de dire, il ne faut pas se prendre pour des prophètes, de dire, ah ben je vais prédire ce qui se passe d'ici 20 ans, d'ici 10 ans. On est effectivement, on essaye, on tente d'expliquer, n'est-ce pas? Et toute explication se veut prédictive, en tout cas en partie, dans les sciences positives. Mais, comment dire, ici, en l'occurrence, on reste modeste. Quels changements affecteront l'organisation de l'enseignement d'ici une vingtaine d'années? Non. Non, c'est trop. Bien évidemment, on reste modeste. Et il ne faudrait pas poser des questions prédictives. Votre question ne devrait pas avoir, effectivement, la vocation à rester descriptive, c'est-à-dire la réponse à votre question ne doit pas uniquement décrire le réel. Votre recherche, elle a la prétention d'être scientifique si elle peut expliquer, ou au moins elle peut comprendre le raisonnement des acteurs. Par conséquent, donc, les jeunes sont-ils plus fortement touchés par le chômage que les adultes? La réponse va être descriptive. Oui, les jeunes sont plus fortement touchés. On le sait même, n'est-ce pas? Quel intérêt pour cela? D'accord? Ce qui serait intéressant de savoir comment cela se fait-il, quels sont les mécanismes qui expliquent ceci, etc. Bref, la question est de dire, il ne faut pas poser des questions descriptives. En résumé, on définit préalablement les termes utilisés. Donc, il faudrait que votre question soit précise. Qu'est-ce qu'on entend par changement? Qu'est-ce qu'on entend par ceci, cela? Il faut que les termes soient précis. Il faut formuler de façon la plus simple, pas trop complexe, n'est-ce pas? Il faut vérifier la clarté avec une tierce personne, ça c'est toujours conseillé. S'assurer de ses connaissances et de ses ressources, il faut rester réaliste, faisable, il faut rester modeste, bien évidemment, ne pas faire référence à une norme, il faut décharger votre question de départ des normes. Alors ça c'est très classique, parce que chez beaucoup d'étudiants, particulièrement ceux qui ont disons, une identité professionnelle déterminée, ils veulent effectivement, dès le début, poser une question en termes de comment améliorer, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas, effectivement, dans le cadre d'une recherche scientifique, non, n'est-ce pas? Bien évidemment, pour votre travail de fin d'études, il y a toujours deux parties. Une partie où on mène une enquête, et là, on a une prétention de scientificité, et là, on essaie de ne pas avoir de jugement de valeur. Il y a une partie méthodologique, n'est-ce pas? Une deuxième partie méthodologique qui est touchée à votre identité professionnelle, là où vous devez avoir des valeurs, vous devez, en fonction des principes méthodologiques, dire il faut agir comme ça, il faut agir comme ça. Là, vous devenez prescriptif. Mais ça, c'est une autre partie. D'accord? Il ne faut pas mélanger les deux. Sans quoi votre travail n'est plus structuré, n'est-ce pas? La rigueur de votre travail dépend de votre capacité à respecter une structure dans votre travail. Donc ici, vous devez rester effectivement la
le plus objectif possible et évacuer les jugements de valeur de vos questions et dès le début de votre question de départ. Et donc, avoir pour objectif de connaître et de ne pas démontrer, bien évidemment, il ne faut pas que votre question soit affirmative. Vérifier les réponses si des réponses, on pourra avoir des réponses différentes, disons, à votre question. Donc, ça veut dire qu'effectivement, votre question n'est pas affirmative. Pardon. Aborder ce qui existe. Bien évidemment, votre question doit être faisable, mais aussi votre théorie, votre question contient une hypothèse, et cette hypothèse, elle doit être réfutable, c'est-à-dire elle doit être scientifique en ce sens qu'elle doit pouvoir être vérifiée. On doit pouvoir la contredire, si vous voulez. C'est-à-dire, il va falloir qu'il y ait les conditions existentielles appropriées à contredire votre hypothèse. Sans quoi elle devient irréfutable, ça veut dire qu'elle n'est pas scientifique. D'accord ? Ceci, effectivement, est très important. Donc, c'est le principe d'irréfutabilité de Karl Popper qui nous dit que, effectivement, une hypothèse est scientifique que si elle peut être contredite en ce sens que, en ce sens qu'elle n'est pas elle ne fait pas partie du champ scientifique si elle ne donne pas l'occasion à ce qu'on puisse la réfuter. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ça, on donne l'exemple de la psychanalyse, l'inconscient, effectivement, c'est pas la théorie psychanalytique n'est pas une hypothèse scientifique en ce sens que on peut pas effectivement prouver, disons, l'existence de l'inconscient, mesurer d'une certaine manière et contredire, puisque tout ce qu'on pourrait dire à propos de l'inconscient peut être considéré comme inconscient, et tout ce que l'acteur dit peut être considéré comme inconscient ou conscient, enfin bref, on n'en finit pas. Ou bien on pourrait discuter de la théorie de l'existence de Dieu, en disant est-ce que Dieu existe, Dieu n'existe pas, on ne peut pas, effectivement, ce ne sont pas des hypothèses scientifiques, le fait de considérer que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, parce que, effectivement, ça n'entre pas dans les moyens d'observation de la science à observer l'inconscient, l'existence de Dieu, voire même un certain nombre de théories de complot, effectivement, qui ne sont pas des théories scientifiques, en ce sens qu'on ne peut pas les contredire. Alors, ceci, j'ajoute un autre élément, puisque j'en parle, j'ajoute un autre élément, c'est que c'est pas parce qu'une théorie n'est pas scientifique qu'elle ne peut pas être vraie. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'hypothèse de l'inconscient n'est pas scientifique que l'inconscient n'existe pas. C'est tout simplement définir les limites, un cadre pour ce que c'est les hypothèses scientifiques, les hypothèses qui ne sont pas scientifiques, et se dire, là-dedans je peux mesurer, là-dedans je ne peux pas mesurer. Ce que je peux mesurer, je considère comme scientifique. Ce que je ne peux pas mesurer, même si ça existe, n'est pas scientifique. Alors, avoir l'intention d'expliquer et de comprendre le phénomène étudié. Bien sûr, ne pas rester uniquement descriptif. Donc, alors, quelques exercices pour mieux comprendre. Quelles sont les causes de la diminution des emplois de l'industrie wallonne au cours des années 80 ? C'est trop. Il va falloir effectivement rester plus modeste et se dire que vous avez 1 an, 4 ans. Alors, en 4 ans, oui, c'est vrai que cette question-là, ça va. Mais en 1 an, c'est pas possible. Alors, quelles sont les raisons de la montée de l'extrême gauche et de l'extrême droite ? C'est une question qui contient un jugement de valeur. Vous êtes qui pour juger comme extrêmes les uns et les autres ? N'est-ce pas ? Vous êtes qu'un chercheur, effectivement. Et vous devez vous évacuer votre question de recherche des jugements de valeur. Alors, quels changements affecteront les pratiques religieuses de la population bruxelloise d'ici 10 ans ? C'est une question de recherche qui est trop prédictive, et du coup, on essaye effectivement de rester modeste. Quel est l'impact du commerce équitable sur les petits producteurs d'Afrique et d'Amérique latine ? Elle n'est pas réaliste, elle n'est pas, disons, faisable. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller interroger ces acteurs ? Non. Pardon. La fraude fiscale est-elle une des causes du déficit budgétaire de l'État ? C'est une question affirmative.
comme si on a déjà la réponse. L'inégalité des chances devant l'enseignement a-t-elle tendance à décroître dans les sociétés industrielles? Alors c'est une bonne question de recherche, elle n'est pas normative, elle est... enfin, on pourrait toujours la critiquer, c'est bien qu'elle appartient à un sociologue renommé, mais non, n'empêche que voilà, on peut toujours la critiquer. Moi, pour ma part, moi, je dirais que a-t-elle tendance à décroître dans les sociétés industrielles? Elle est, disons, un peu descriptive. Oui, on va décrire effectivement un certain nombre de faits qui nous diront, oui, c'est le cas ou c'est pas le cas. D'accord? Alors, la mondialisation est-elle un danger pour notre société? Elle est normative. Danger, effectivement, c'est un mot qu'il faudrait supprimer en quelque sorte. Quels sont les impacts de la mondialisation sur notre société? Alors là, il va falloir préciser quel type d'impact, effectivement. Qu'est-ce qui prédispose certains à fréquenter les musées, contrairement à la grande majorité de ceux qui ne les fréquentent pas? Ça, c'est une bonne question de recherche. Alors, pour la petite histoire, ça a été la question de recherche de Pierre Bourdieu dans Distinction. Mais voilà, c'est une bonne question de recherche. Encore faut-il que, effectivement, vous ayez l'occasion d'interroger les acteurs qui fréquentent les musées. Quelle est la pertinence du développement de l'agritourisme dans les campagnes périurbaines? La question de la pertinence, c'est pas vous qui devez la poser. En quelque sorte, les critères de pertinence sont définis par tel ou tel organisme. Vous devez voir dans quelle mesure ce qui se pratique comme l'agritourisme, est-ce que ces pratiques correspondent à ces critères? D'accord? Alors là, on pourrait effectivement poser une telle question, mais ce n'est pas vos critères de pertinence. Attention. Quel est l'impact des mutations de l'islam sur la dynamique de la société belge? C'est une question qui n'est pas précise parce que l'impact, quel type d'impact vous voulez effectivement sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan de la sécurité? Bref, la question se pose à plusieurs niveaux. Alors, quelles sont les causes de la croissance des emplois dans le secteur automobile belge? C'est une question trop ambitieuse. Il va falloir être plus modeste, n'est-ce pas? Depuis les années 2000, effectivement. C'est beaucoup, c'est une question trop importante. Pour un petit travail de TFE d'un an, effectivement, ça me paraît trop. Pour un projet de thèse, ça me paraît plus faisable, mais effectivement, il faut rester modeste. La lutte étudiante n'est-elle qu'une agitation où se manifeste la crise de l'université, ou porte-t-elle en elle un mouvement social capable de lutter au nom d'objectifs généraux contre une domination sociale? Alors, c'était la question d'Alain Touraine, enfin une question de recherche d'Alain Touraine. Oui, elle est considérée comme une bonne question de recherche, bien que, le terme de domination sociale, moi je la trouve trop chargée, trop connotée. Mais n'empêche que voilà, c'est une bonne question de recherche. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'on peut toujours critiquer une question de recherche. Il y a toujours un moyen de chercher la petite bête dans la question de recherche, dans une question de recherche. Enfin, selon le principe de la méthodologie négative dans les sciences sociales, il n'y a pas de recherche parfaite. Il ne faut pas se raconter des histoires. On peut toujours critiquer une recherche. Il n'y a pas. C'est tout. On peut toujours faire mieux. La question de se dire comment est-ce que je peux réaliser une recherche, rester le plus exigeante possible vis-à-vis des principes méthodologiques, d'accord? Pour autant que faire se peut. C'est ça la vraie question. Alors, il y a toute une série d'autres questions qui appartiennent aux étudiants, mais à chaque fois, je les note. La perception des managers sur les GRH. Bon, c'est un étudiant qui s'était posé une telle question. C'est pas une question, ça ne veut rien dire. La perception des managers. Enfin, déjà, il faut savoir bien formuler cette question-là.
Et après, effectivement, travailler, disons, euh, ces différents aspects. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Je vous remercie. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur la question de comment synthétiser un article et comment choisir ses lectures. Merci à vous.